Je vais passer la parole à Jean-Robert Dantou, qui est lui-même un photographe à l'agence Vue et doctorant en sciences sociales au centre Maurice Advax, photographe professionnel avec lequel j'ai travaillé à 2 reprises dans des équipes pluridisciplinaires collectives, et qui va revenir sur sa pratique de la photographie et de l'archive de la photographie dans le cadre de sa thèse et de ce travail collectif. Je suis très heureux de participer à ce colloque. Alors, comme l'a dit Florence Weber, je vais vous ramener dans un autre temps, qui est le temps présent, pour vous parler d'une question très spécifique, qui est l'archivage et des métadonnées associées aux photographies documentaires. Donc, je vous donne un tout petit contexte général sur mes recherches. Donc, je travaille sur une petite ville rurale désindustrialisée, qui est éloignée des grandes métropoles et qui s'est progressivement vidée de ses habitants. Dans cette ville que je vais nommer Fredonne pour cette présentation, je m'intéresse à un mécanisme très particulier. J'essaie de comprendre ce qui fait que des personnes en situation de grande précarité y arrivent depuis une vingtaine d'années. Je décris donc des filières d'arrivée de ces personnes et je tente de décrire les dynamiques, les contraintes, les pièges et les opportunités qui ont guidé leur trajectoire. Je m'intéresse également aux stratégies développées par les personnes, anciens ou nouveaux habitants, pour tenir dans un contexte d'effondrement territorial. Je pose 2 questions principales. Donc, il y a une question principale dans mes recherches qui est une question de sciences sociales, et il y a une seconde question qui est une question d'ordre épistémologique. Donc, pour des raisons que j'exposerai tout à l'heure, la photographie, elle constitue un matériau extrêmement instable, extrêmement fragile pour produire des connaissances. Et la question qui a guidé ma thèse est la suivante. J'essaie de comprendre ce qui pourrait permettre de stabiliser le sens d'une photographie documentaire et de comprendre de quel accompagnement une photographie aurait besoin pour être archivée. C'est sur cette question principalement que va se focaliser ma présentation aujourd'hui. Et excusez-moi, comme j'ai eu un petit souci de présentation tout à l'heure, j'ai oublié le tout début, donc je vous donne juste le contexte général. Donc le travail que je vous présente est issu d'une thèse que je suis sur le point de terminer, qui est une thèse de doctorat en recherche-création dans un programme qui s'appelle Sciences, Arts, Création, Recherche de l'École normale supérieure PSL. Cette thèse est dirigée par Florence Weber et par Philippe Ashkenazi, et elle a aussi une codirection dans une école d'art. Voilà, et donc pour le dire très rapidement, ma discipline, c'est la photographie documentaire. C'est une discipline qui n'existe pas vraiment, mais moi je la revendique comme telle, et je vais vous expliquer un peu aussi pourquoi cette discipline n'existe pas aujourd'hui. Et j'utilise une méthode qui est l'ethnographie réflexive. Alors, je commence par des éléments très rapides de langage. Je pourrais passer une demi-heure à vous expliquer différentes visions de la photographie documentaire, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Donc, je vais vous donner une définition très courte. Donc, le terme photographie vient du grec phos, la lumière, et grapho, qui veut dire écrire. Et donc, la photographie est donc littéralement une écriture de lumière. Le terme documentaire, lui, vient du latin, avec des origines anciennes. Ça vient de docere, enseigner, instruire, transmettre un savoir. Et donc une photographie documentaire, telle qu'elle va être définie ici, c'est une photographie dont l'intention première est de transmettre un savoir, de produire des connaissances sur ce qui a été photographié. Une photographie documentaire, elle se distingue par exemple d'une photographie culinaire dans un magazine, dont l'intention principale n'est pas d'apporter de la connaissance sur les aliments qui ont été photographiés, mais de faire croire qu'ils sont bons. Elle se distingue d'une photographie familiale également, dont l'intention principale est de produire un récit fictionnel sur un groupe social. Les photographies que vous voyez par exemple sur les hôpitaux, qui présentent des infirmières, des aides-soignantes, des médecins qui sourient, ne sont pas non plus des photographies documentaires. Ce sont des photographies de propagande qui sont destinées à masquer souvent les conditions de travail des personnes qui travaillent à l'intérieur de ces hôpitaux. La photographie est par ailleurs à la fois un acte et un produit. Donc quand on dit la photographie, on parle de l'ensemble de la discipline, et donc de l'acte photographique par exemple, mais c'est aussi un produit, le produit photographique, par exemple un tirage ou une image que vous consommez sur l'écran de votre ordinateur ou sur une tablette. Je vais essayer de vous parler maintenant du paradigme de la transparence, qui est une notion très importante dans la photographie. Dans de très nombreuses collections publiques, y compris lorsque les photographies ont explicitement été produites dans le cadre d'entreprises de connaissances, les photographies comportent très peu de métadonnées.
Alors je pense que les archivistes qui sont ici le savent très bien. Et cette absence de métadonnées, en dehors au mieux de celles qui concernent le nom de l'auteur, le lieu ou la date de l'acte photographique, pose des problèmes pour l'interprétation de ces photographies. Il existe en fait une illusion selon laquelle la photographie parlerait d'elle-même. Elle serait une réplique à l'identique du monde, elle serait transparente, objective et purement mécanique. Le nom qui a été donné au médium est déjà porteur de cette idée. La photographie ne serait pas le produit d'un opérateur, d'un point de vue situé, d'une intention, mais de la lumière elle-même. L'idée est même forte selon laquelle une photographie serait plus vraie encore que le réel. Un daguerréotype est ainsi perçu, au moment de son invention, comme une technique qui permet de saisir les détails d'une scène que l'œil humain serait incapable de distinguer. Ce paradigme de la transparence, l'idée d'une égalité entre, d'une part, le monde observé et sa représentation photographique, joue pour beaucoup dans l'absence de métadonnées qui accompagnent ordinairement les photographies. Car si ces dernières ne sont que la reproduction à l'identique du réel, à quoi bon rajouter des métadonnées au réel lui-même? Il est à noter que ce sont parfois les institutions elles-mêmes et non les photographes qui gomment les métadonnées associées aux photographies. Dans un entretien sur l'histoire du musée d'ethnographie du Trocadéro et du musée de l'Homme, l'historienne de la photographie Karine Pelletier-Karoff explique que c'est l'institution elle-même qui, à partir des années 30, gomme les données individuelles des personnes représentées pour les remplacer par des typologies. C'est l'exemple que nous avons ici. La légende qui accompagne cette photographie d'un Amérindien est titrée dans les archives de la photothèque du musée de l'Homme « Peau rouge de Buffalo, États-Unis ». Et une exposition récente qui a eu lieu au Quai Branly en septembre 2022 visait à rendre compte du contexte de production de cette photographie et de bien d'autres. Et elle a permis de démontrer, par la présence d'un éventail qui est présent ici et qui a une mention qui indique souvenir de la Tour Eiffel, cette exposition a permis de montrer que cette photographie avait en réalité été réalisée dans le cadre de l'exposition universelle de Paris en 1889 qui inaugurait la Tour Eiffel. Les lacunes, je vous donne ici un exemple parmi des milliers. Je pense qu'en tant qu'archiviste, vous êtes très au courant de ces questions. En général, les lacunes qui concernent les métadonnées associées aux photographies rendent les matériaux particulièrement fragiles dès lors qu'on souhaite s'en servir pour des entreprises de connaissances. Je vais terminer par la question d'une fonction photographique. Pour mes recherches, j'ai considéré la transformation du monde observé en une photographie. J'ai considéré que cette transformation pouvait être considérée comme résultant d'une fonction photographique que j'ai détaillée ici de manière un petit peu complexe, mais qui pourrait se résumer à f de R étant le référent, c'est-à-dire la chose photographiée, égale R' étant l'image de ce référent. Cette fonction prélève dans l'épaisseur du temps, que j'appelle T, un moment singulier, qui s'appelle S. Je reprends la main ici. Elle aplatit l'espace en ne gardant que 2 de ces 3 dimensions. Elle enregistre tout ce qui se trouve dans le champ, que j'appelle C, et elle efface tout ce qui relève du hors-champ. Elle transforme un monde de couleurs infinies en un nombre fini de valeurs colorimétriques. Donc en général, avec la photographie numérique, on a 3 couches de 255 couleurs, ce qui équivaut à environ 16 millions de valeurs. Enfin, elle déforme les perspectives et elle transforme le caractère infiniment petit de la matière en une texture finie, composée soit de pixels, soit de sel d'argent. Les transformations techniques qui sont opérées par la fonction photographique transforment un espace et un temps en un autre espace et un autre temps, en modifiant les couleurs, les valeurs de luminance, les perspectives et la matière. Donc là, je vous ai noté la formule très barbare qui résume ce que je viens de vous dire. Et comme ce qui intéresse la photographie documentaire, c'est le référent, ce qui a été photographié, l'enjeu de mon travail de thèse et de la présentation que je fais aujourd'hui, c'est de comprendre, de décrire et d'analyser cette fonction photographique complexe pour être capable de parcourir en sens inverse, depuis une photographie, tout le chemin qui permet de mener au référent, que j'appelle R, qui est ce qui a été photographié.
Alors, pour travailler sur le terrain, j'ai utilisé 2 outils principaux. Le premier outil, c'est l'ethnographie réflexive appliquée à l'interaction photographique, c'est-à-dire que après chaque interaction photographique sur le terrain, j'ai passé 1 heure, 2 heures ou 3 heures à écrire pour essayer de noter tout ce qui me semblait important de comprendre pour que cette photographie, j'ai en quelque sorte décortiqué ce moment de l'interaction photographique. Et j'ai utilisé un autre outil qui est une documentation visuelle de ces moments d'interaction photographique. Alors, l'ethnographie réflexive, elle m'a permis progressivement de construire un dictionnaire. Alors là, je vais vous donner quelques éléments de langage d'un logiciel dont je ne sais pas s'il va être question tout à l'heure, mais c'est un logiciel sur lequel on travaille depuis plusieurs années, qui s'appelle Archethno 2020. Dans ce logiciel, on appelle les concepts, on appelle concept ce qui ordinairement est appelé une variable, et on appelle instance ce qui ordinairement est appelé une valeur. Donc, je vous donne un exemple très bête. Le concept, c'est par exemple la date de l'acte photographique, et l'instance qu'on va rentrer, c'est le 5 octobre 2023. Un dictionnaire dans ce logiciel qui s'appelle Archethno, c'est un ensemble de concepts qui répondent à une question scientifique. Moi, l'un des enjeux de ma thèse, ça a été de construire un dictionnaire qui pourrait accompagner les photographies documentaires. Pour vous expliquer très rapidement comment j'ai fonctionné, après chaque interaction photographique, j'ai noté un texte libre. Ensuite, à partir de ce texte libre, j'ai commencé à fabriquer des concepts. Ensuite, les prises de vue, les interactions photographiques qui suivaient, je remplissais ces concepts par des instances. Et petit à petit, ces instances me permettaient de comprendre que les concepts n'étaient pas tout à fait adaptés, de les modifier jusqu'à arriver à un dictionnaire final, stabilisé. Voilà, là c'est un exemple de documentation visuelle de l'acte photographique dans lequel j'essaye de... Donc, dans cette situation, à gauche, vous avez une photographie de Giuseppe Trotti qui a été... que j'avais montré ici. En fait, j'ai produit environ 10 000 photographies sur le terrain, j'en ai sélectionné à peu près 200 et aujourd'hui je vais vous en montrer essentiellement une pour que ça ne soit pas trop long. Voilà, donc ça c'est le genre de documentation visuelle que j'ai commencé à produire pour, par exemple, ici, parler du hors-champ et de l'effet de la couleur, en tout cas de la couleur d'un côté et de la monochromie de l'autre. Ici, c'est un autre exemple que j'ai pris sur le hors-champ. Donc, vous avez ici une photographie qui est un portrait de Sébastien qui est réalisé en février 2021. Et sur la photographie qui suit, c'est à nouveau une photographie du hors-champ avec Sébastien qui est en train de poser avec l'appareil photographique, quelques éléments de l'intérieur. Alors là, on ne voit pas très bien sur l'écran, mais cette photographie du hors-champ montre tout ce qu'on ne voit pas sur le portrait précédent, notamment le garage, le quartier d'habitat social, la couleur de ces vêtements. J'ai aussi travaillé sur le contre-champ. Donc ici, je vous montre un portrait de Sébastien. Je me suis trompé dans la légende, c'est le portrait de Christophe, excusez-moi, qui a été réalisé en février 2021 également. Et ici, c'est une photographie du contre-champ, où on décèle tout un tas d'éléments qui ne sont pas présents sur la première photographie, et notamment cette position un petit peu où il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire les photographies. Alors, comme il a beaucoup été question des auteurs qui fabriquent leurs propres archives, j'espère faire comprendre ici que mon idée n'est pas d'archiver ma propre vie, mais plutôt d'essayer de comprendre ce qui se passe très précisément dans une interaction photographique pour que ça puisse servir à d'autres photographes. Voilà, ici je vous donne un dernier exemple où je filme l'interaction photographique. Et ce genre de documentation a été très précieux pour moi parce que je me suis rendu compte d'une chose dont je ne me rendais jamais compte, c'était toute la gestuelle du photographe, c'est-à-dire qu'en fait, je passe mon temps à me lever, à me rasseoir, à donner des indications avec les bras, avec les jambes, voilà. Et voilà, c'est un des matériaux qui a été précieux pour moi pour comprendre ce qui se passe dans ce moment très particulier d'une interaction photographique. Et là, c'est le portrait de Bouchra qui est fait également en février 2021. Voilà, donc à la fois l'ethnographie réflexive, la construction et la documentation visuelle m'ont amené progressivement à fabriquer une préfiguration d'un dictionnaire, dont ici vous avez une première ébauche. Et donc les concepts sont rassemblés par famille et ils permettent progressivement d'apporter tout un tas d'informations autour d'une photographie.
Là, c'est la version barbare hein, de ce qu'on a vu juste avant. Donc, c'est une capture d'écran d'un fichier Excel qui est beaucoup plus large, chaque ligne étant une photographie et chaque colonne étant un concept dont les instances sont remplies ici. Voilà, et donc ça, c'est une des formes visuelles d'aboutissement de ce dictionnaire. Donc, vous voyez la différence par rapport au fichier Excel. Donc ici, on a une photographie principale. Il y a un ensemble de textes qui sont autour, qui pour le coup étaient déjà dans le fichier Excel, mais également tout un ensemble de photographies que j'appelle des photographies secondaires et qui viennent donner des informations sur le contexte de l'interaction photographique. Notamment, il arrive parfois qu'on croise une personne 1 heure, puis qu'on ne la revoit plus jamais, alors que dans d'autres situations, on va travailler pendant 5 ans avec la même personne. Je dis une dernière chose, c'est que ces photographies contextualisées, que j'appelle des PHOC, existent parce qu'elles répondent à une question de recherche. Ici, c'est une question de recherche sur les stratégies développées par des personnes pour tenir dans des situations très difficiles. Et donc, chaque photographie est une réponse, est une modalité d'une série photographique qui s'appelle tenir. Et donc ici, vous avez par exemple une modalité qui s'appelle la réserve. Et donc c'est une personne qui s'appelle Denis, qui a créé tout un univers naturel dans lequel il vit une sorte de refuge dans lequel il arrive à être tranquille. La photographie de droite, c'est une modalité de la série tenir qui s'appelle se projeter. Et donc c'est une personne qui, depuis une quinzaine d'années, est investie tous les jours, du matin au soir, dans un énorme chantier, qui est le chantier de l'immeuble dans lequel il vit. Et du coup, voilà, le texte explique comment cette personne se projette dans le futur comme un moyen de tenir. Voilà, là c'est 2 autres exemples, une modalité qui s'appelle s'accrocher et ici une modalité qui s'appelle disparaître. L'ensemble de ces travaux m'a permis progressivement d'arriver à distinguer 5 étapes principales dans la production photographique: l'intention, l'acte photographique, le traitement, la circulation et la réception. Je vais vous donner des détails sur quelques-unes de ces étapes, mais pas sur l'ensemble. Je vous parle de l'intention ici. Donc un acte photographique, il ne se produit que parce qu'un opérateur a une intention. La nature de cette intention, qui est consciente ou inconsciente, explicite ou implicite, va largement déterminer l'interaction photographique et donc le produit photographique qui en découle. Lorsqu'un opérateur réalise une photographie de famille, il va attendre des personnes qu'elles sourient, généralement. Et si la demande de sourire implicite n'est pas réalisée, il va souvent inciter les personnes par une instruction verbale du type « cheese », qui, lorsqu'elle est prononcée, va produire une gestuelle faciale assimilable au sourire, sans nécessairement, d'ailleurs, que les personnes sourient vraiment. Si un photographe documentaire réalise la photographie d'une famille, il va souvent attendre des personnes qu'il photographie qui ne sourient pas. Et si elles sourient, il peut même lui arriver de leur demander de ne plus sourire. L'intention détermine ainsi l'interaction photographique et le produit photographique qui en découle. Il est possible, dans une même interaction photographique, d'avoir plusieurs intentions qui alternent. Dans ce portrait de Ronald et de sa fille Sophia, qui est réalisé au lieu-dit La Cascade en juillet 2021, mon intention est d'accompagner par la photographie documentaire le récit d'une trajectoire résidentielle depuis un pays en guerre d'Amérique latine jusqu'à une petite ville rurale française. Quelques minutes plus tard, mon intention est d'inscrire cette interaction dans une relation de don contre don avec Ronald et sa fille Sophia, qui m'ont demandé si je pourrais faire une photographie non plus pour moi, mais pour eux, pour que je leur rapporte un tirage, qu'ils puissent le garder et le mettre dans un album de famille. Je vais vous parler maintenant de l'acte photographique. Sur cette photographie, Lucas m'a demandé si je pouvais le photographier en train de marcher sur les mains. Le fait de renseigner les métadonnées liées à cet acte photographique et à cette interaction m'a permis, dans le cas de Lucas, de comprendre que l'acte photographique représentait, pour des personnes qui sont désignées comme souffrant de troubles psychiques, une possibilité de mettre à distance l'étiquette du handicap, de le rendre invisible au moins pour un temps,
et d'apporter ainsi une forme de réparation pour la personne photographiée. Le renseignement de ces métadonnées m'a permis de comprendre à quel point, sur mon terrain d'enquête, la photographie avait pu être investie par certains enquêtés, plus jeunes et souffrant de troubles psychiques, pour exister en images en dehors du handicap psychique. Je vous parle d'une étape maintenant qui est importante, qui est celle du traitement. Toutes les photographies que nous produisons et que nous consommons ont fait l'objet d'un traitement. Une photographie n'existe pas sans traitement. Ce qui existe, ce sont des traitements qui sont rendus invisibles. Il existe un traitement, par exemple, lorsque vous faites une photographie avec votre téléphone portable, il existe un traitement automatisé qui a occupé et qui occupe toujours des centaines, voire des milliers d'ingénieurs. Traitement sur lequel vous n'avez aucune prise, qui va identifier les parties d'une photographie assimilées à un ciel pour les rendre plus denses et plus bleues, qui va identifier des éléments visuels ressemblant à des visages pour les rendre plus nets, augmenter les hautes lumières, pour gommer nos traits qui sont parfois fatigués. Les interventions formelles diverses et variées sur les photographies existent depuis que la photographie existe. Le fait de rendre invisibles ces interventions est lié à ce que Monique Sicard, qui est notre collègue de l'ITEM, rappelle dans un article de 2020 lorsqu'elle cite Bruno Latour, pour parler, je cite, de la misère endurée par ceux qui doivent produire des images sans pouvoir confesser qu'ils les ont fabriquées. C'est toujours ici le paradigme de la transparence qui fait qu'il est impossible de faire une exposition sans qu'une personne vienne vous voir pour vous demander si certaines photographies ont été retouchées. Comme s'il existait des photographies non retouchées par la main humaine, comme s'il existait de pures écritures de lumière. Je vais vous parler maintenant de la circulation. Cette photographie, vous l'avez vue tout à l'heure sur la documentation visuelle. C'est Sébastien qui l'a accroché dans sa chambre, en face de son lit. Il a accroché ce portrait que je lui ai donné. Le fait de renseigner les métadonnées concernant la circulation d'un matériau sur le terrain d'enquête permet de comprendre que la photographie, et je parle ici du support, mais aussi de l'ensemble du processus productif, depuis l'acte photographique jusqu'au don d'un tirage, la photographie donc peut constituer, dans certaines circonstances, une réparation. Sébastien est une personne qui est constamment mise en échec dans son quotidien, dans les institutions qu'il fréquente, dans ses projets, ses relations familiales, amicales et professionnelles. Le fait de parler avec lui de la circulation de son portrait m'a permis de comprendre que la photographie a été investie par de nombreux autres enquêtés ayant une image extrêmement dégradée d'eux-mêmes, comme une possibilité de réussir quelque chose. En fait, du seul fait d'exister, d'être là, de se faire photographier, cela peut produire une photographie imprimée sur du papier, et cette photographie peut produire une image acceptable de soi. L'ensemble de ces travaux m'a permis progressivement de concevoir un système à partir du système d'Icofot, qui comprend donc une cinquantaine de variables, donc de concevoir un système facilement reproductible et utilisable pour la communauté des photographes documentaires. C'est une réduction drastique du nombre de variables qui a mené au système qui s'intitule Microl et qui ne comporte plus que 6 variables, la matérialité de l'acte photographique. Alors, j'ai mis ce dessin pour vous faire comprendre pourquoi je ne dessine pas et pourquoi je fais de la photographie. Donc là, il y a la matérialité de l'acte photographique, l'interaction entre la personne qui est photographiée et l'ensemble constitué de l'opérateur et du matériel. Ici, R, c'est le référent, c'est ce qui est photographié. Et ici, c'est le contexte. Le contexte, c'est l'ensemble de la situation qui inclut donc la question de recherche qui mène un photographe, par exemple, à venir sur le terrain. Et ici, il y a le petit schéma qui vous raconte ce qui a été photographié ici, qui est R, qui devient une photographie, R', F de R égale R'. Ah oui, et j'ai pas cité du coup L, la légende. Donc, je dis très rapidement. Donc, les micros, ce sont micros, ce sont 5 variables sur lesquelles on peut attribuer des niveaux de confidentialité, donc qui ne sont pas nécessairement accessibles au grand public. Et L, c'est la dernière variable, qui est une variable très classique de légende et qui a une métadonnée de niveau 1, c'est-à-dire accessible au grand public. Voilà, je vous parle rapidement du logiciel Archethno.
Donc l'injonction contemporaine qui est faite aux chercheurs, mais également aux photographes, d'ouvrir l'accès à leurs données, nous oblige à réfléchir aux enjeux de confidentialité liés à ces données, mais également aux conditions de leur archivage, de leur classement et de leur partage. Les photographies documentaires, par rapport au texte, posent des problèmes spécifiques, qui, dans mon travail de thèse, trouvent des solutions dans le développement du logiciel Archethno, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est coordonné par Florence Weber. Je tiens à noter d'ailleurs que ce logiciel a bénéficié du soutien constant de l'EUR Transliterae, comme l'ensemble des recherches photographiques que je suis en train de vous montrer. Et donc, merci beaucoup pour ça. Ce logiciel Archethno, il permet trois choses principales. D'une part, il permet de structurer les matériaux de recherche en plaçant une photographie, par exemple, à l'intérieur d'une arborescence qui répond à une question scientifique. Ça permet d'autre part d'attribuer des niveaux de confidentialité à chacune des données et des métadonnées qui les accompagnent. Et le logiciel permet enfin la consultation des matériaux sous condition, leur partage et leur archivage. L'archivage pérenne d'un matériau de terrain est effectué par l'attribution d'un identifiant numérique unique, un DOI, et cet archivage pérenne n'est effectué que si le matériau a trouvé une place à l'intérieur d'une arborescence. Et donc à la seule condition qu'il soit considéré comme une donnée de recherche, c'est-à-dire une donnée qui permet de répondre à une question scientifique. La photographie de Giuseppe qu'on revoit ici n'a fait l'objet d'un archivage pérenne qu'à partir du moment où elle a été considérée comme une donnée qui permet de répondre à la question scientifique suivante. Donc je la cite, dans un contexte local d'effondrement économique et social, qu'est-ce qui permet à certaines personnes de tenir alors que d'autres meurent ou disparaissent? Cette photographie de Giuseppe répond à cette question, car pour lui, tenir, c'est se tenir droit, prendre soin de sa tenue vestimentaire, porter un chapeau qui vient de sa ville natale, Edolo, dans le nord de l'Italie, et danser en tenue toutes les semaines dans les bals populaires. Je vais terminer par des questions de confidentialité. Donc, dans certains cas, la circulation des photographies pose des problèmes qui obligent le chercheur à trouver des solutions, soit pour se protéger lui-même, soit pour protéger des institutions, des personnes ou un territoire sur lequel il travaille. Ici, c'est une photographie d'Abelia et de sa fille Lina qui posent dans l'appartement qui leur a récemment été attribué dans un quartier d'habitat social. La photographie est produite dans le cadre d'une enquête collective multisituée, réalisée dans plusieurs villes de France. Je ne donne pas ici d'informations sur la ville concernée et encore moins sur le lieu précis dans lequel a été produite cette photographie. Ici, le fait de rendre publique la métadonnée relative au lieu de l'acte photographique permettrait à l'ancien conjoint d'Abelia de retrouver sa trace, alors précisément que ce lieu a été tenu secret pour les protéger, elle et sa fille, de ce dernier. Ici, on comprend bien que les enjeux de confidentialité ne concernent pas tant les données elles-mêmes, mais plutôt le lien entre les données et les métadonnées. Il est à noter que l'attribution d'un identifiant unique pour chaque matériau de terrain permet de citer le matériau, même si son accès n'est accessible que sur autorisation. Dans le cas de ce portrait d'Abelia et de sa fille, l'accès à la photographie peut être public, alors que l'accès aux métadonnées est restreint aux seuls membres de mon jury de thèse, qui ont besoin de savoir dans quelle ville, par quelle filière institutionnelle et selon quelle modalité cette dernière a trouvé refuge dans cette ville. La restriction qui est appliquée à certaines métadonnées est parfois temporaire. Dans le cas d'Abelia et de sa fille, les restrictions d'accès aux métadonnées pourront demain ou dans 10 ans être levées si par exemple ces dernières déménagent et qu'elles considèrent que le fait de révéler leur domicile passé ne les met plus en danger. La dernière, pour terminer, je vous présente de manière très brève un système qui s'appelle ArcPhot pour archivage des photographies documentaires, qui s'inscrit dans la lignée directe du développement du logiciel Archethno. Ce système répond à des expérimentations de terrain qui m'ont permis d'affiner ma compréhension du caractère synchronique de l'image par opposition au caractère chronologique du texte. Alors que le texte apporte des informations séparées et successives,
l'ensemble des éléments visuels qui composent une photographie sont donnés à voir de manière synchronique, sans que le producteur n'ait la possibilité d'ordonner le sens de la lecture ou d'indiquer des niveaux de priorité. Ce système, qui s'appelle ArcPhot, vise à décomposer les différents éléments visuels à l'intérieur d'une même photographie pour avoir la possibilité d'attribuer à chacun d'entre eux des métadonnées propres. Donc ici, vous voyez que des petits numéros permettent d'attribuer des métadonnées à chacun des éléments qui composent la photographie. Pour conclure, une photographie n'est pas qu'une photographie. J'entends par là qu'elle n'est pas, comme son nom le prétend pourtant, qu'une écriture de lumière. Elle engage en effet un opérateur qui a des intentions, lesquelles rencontrent les intentions implicites ou explicites d'une personne photographiée, et de cette interaction complexe naît une représentation visuelle qui doit une partie de son existence à un enregistrement mécanique, et l'autre partie à la relation complexe qui a permis son existence. Pour être archivée, une photographie seule ne suffit pas. L'enquête démontre que le renseignement de métadonnées précises permet de stabiliser le sens d'une photographie. Cette dernière pourra dès lors être utilisée par des chercheurs, des historiens, des sociologues qui s'intéressent à l'histoire du temps présent. Parmi les métadonnées nécessaires pour stabiliser le sens d'une photographie documentaire, l'une est fondamentale. Il s'agit de la description de la dimension relationnelle de l'acte photographique. Sans ces indications, un produit photographique est profondément instable et il a de grandes chances de produire des contresens. Pourtant, cette dimension relationnelle, qui se réfère à l'interaction rendant possible tout acte photographique, représente un impensé dans la discipline. Cette variable est absente des normes internationales qui régissent la production de métadonnées. Je pense aux champs IPTC, XMP ou EXIF, qui certes tiennent compte de l'écart entre le monde observé et sa représentation photographique, mais ceci d'un pur point de vue optique et métrique. Cet héritage est lié, entre autres, aux travaux précurseurs et tristement célèbres d'Alphonse Bertillon à la fin du XIXe. Ce dernier avait compris l'écart entre le monde observé et sa représentation photographique, et comme son obsession était précisément celle du référent, parce qu'il voulait se servir de la photographie pour arrêter des personnes considérées comme récidivistes, il a développé d'importantes théories pour restituer cet écart entre le référent et sa représentation photographique. Il me semble aujourd'hui que le fait d'intégrer les connaissances venant de l'anthropologie sociale du XXe siècle pourrait permettre à la photographie documentaire de rejoindre les sciences humaines et sociales et d'exister en tant que discipline propre et autonome. Merci beaucoup.